Quand on a un animateur comme mon voisin, il n'a pas besoin de modérateur ou d'animateur. Donc je lui laisse la parole et son souhait, ça a été d'engager un dialogue avec ceux qui sont dans la salle. Et donc je le laisse mener ce dialogue à sa guise. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci Louis et Laurence pour votre accueil. Je suis très content et très honoré d'être parmi vous. Oui, plutôt qu'un monologue qui peut parfois être un peu barbant, je préfère les échanges. Donc le mieux, c'est qu'on fasse une petite séance de questions-réponses et puis qu'on discute ensemble. Donc si vous êtes dans la salle et que vous avez des questions, ou s'il y a des gens qui nous regardent je crois qu'il y a un live sur YouTube, c'est ça? Donc si jamais il y a des gens qui nous regardent aussi, voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin sur le fond, le combat, sur le plan juridique, sur le plan du militantisme, des associations. Donc je vais pas me répéter et je vous écoute. Madame. Ok. Ça va. Je vais justement rejoindre un petit peu ce que vient de dire la personne précédente concernant la chasse. C'est quand même aujourd'hui, je pense, quelque chose d'assez surprenant, une tradition, je trouve, surprenante. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que quand on voit les résultats des sondages, par exemple, la grande majorité des Français sont opposés à la chasse, contre une minorité de personnes qui chassent. Et je suis très très étonnée qu'en fait, les personnes qui ne sont pas favorables à la chasse, donc à la cruauté, donc à la diminution de la biodiversité, soient si peu entendues. Et je me demandais comment est-ce qu'on crée un mouvement qui ait autant de poids que le lobby de 1 million de chasseurs. C'est une première question ambitieuse. Non, mais moi ce que je conseille en général aux gens qui sont sensibles à ces questions et qui sont infiniment plus nombreux que les gens qui chassent. Alors, moi, j'essaie de ne pas mettre tous les chasseurs dans le même panier. Je pense qu'il y a différents types de chasse. Il y a certaines pratiques. Alors déjà, il y a différentes régions du monde. Il y a des régions du monde où la chasse est indispensable à la survie de certaines populations. C'est encore une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas le cas chez nous. Voilà, chez nous, c'est de la chasse de loisirs. Les gens font ça par tradition, pour avoir une forme de lien social, par habitude, peut-être souvent par ennui aussi, parce qu'il y a certaines régions où les gens ressentent une certaine forme d'ennui et trouvent la réponse dans cette activité. Mais c'est du loisir. Voilà. Ça, personne ne le conteste aujourd'hui. Même Willy Schrain, d'ailleurs, j'étais surpris de ne pas le trouver à l'entrée pour la vérification des passes sanitaires, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de police de proximité. Même Willy Schrain a dit la semaine dernière que, je cite, j'en ai rien à foutre de la régulation et moi c'est pour le plaisir. Voilà, il l'a dit lui-même. Donc on peut passer au débat suivant. Mais bon voilà, tout ça pour dire que je ne mets pas tous les chasseurs dans le même panier. Je pense qu'il y a certaines pratiques qui sont absolument plus justifiables aujourd'hui. On en a parlé aujourd'hui. La chasse en enclos, qui est une aberration, c'est aberrant que ce soit encore autorisé. La chasse sur des animaux d'élevage, ce qui est le cas de 9 faisans ou perdrix sur 10. Ça représente des millions d'animaux parce que souvent quand on parle de chasse, on a l'impression qu'il n'y a que les sangliers. C'est un peu cette question qui revient dans le débat public. Ça représente moins de 5% des animaux tués à la chasse, les sangliers. Donc l'écrasante majorité des animaux qui sont tués à la chasse ne sont pas forcément des animaux qui causent des dégâts sur les cultures ou qui posent des problèmes. Donc il y a certaines formes de chasse qui ne sont plus du tout justifiables aujourd'hui et contre lesquelles le législateur doit agir. Et après, il y a d'autres formes de chasse, il faut être réaliste, qui vont continuer, en tout cas qui ne s'arrêteront pas tout de suite. Et je pense qu'il faut focaliser nos efforts sur les pratiques les plus cruelles et les moins justifiables. Et pour ça, pour arriver à obtenir des avancées rapides sur ces questions-là, il faut entrer dans le rapport de force avec le lobby de la chasse. Pourquoi ces pratiques continuent aujourd'hui, alors qu'une écrasante majorité des gens sont opposés à ces pratiques-là? Parce que c'est un lobby qui est très bien organisé, très puissant, qui a l'oreille des politiques, et surtout qui compte des nombreuses personnes qui sont prêtes à se mobiliser concrètement sur ces questions-là, à manifester, à écrire à leurs députés, à aller faire pression dans les permanences parlementaires, à aller voir les élus des moindres petits villages et petites villes pour dire si tu fais quelque chose contre nous, on votera plus pour toi. Et c'est cette force
d'organisation politique, finalement, qui leur permet de défendre encore certaines pratiques qui sont ultra minoritaires dans l'opinion. Et ben, il faut faire pareil de l'autre côté. Il faut que la grande majorité des Françaises et des Français qui sont sensibles à ces questions-là s'engagent dans des associations. Ça peut passer par adhérer à des associations, ça peut passer par des dons pour ceux qui en ont les moyens, ça peut passer par des relais de leurs actions, participer à leurs actions, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Mais il faut aller soutenir les associations, parce que les seules forces d'opposition au lobby de la chasse aujourd'hui, ce sont les associations. Et d'ailleurs, toutes les victoires qui sont obtenues, aussi petites soient-elles et aussi modestes soient-elles, elles sont obtenues grâce aux associations. Qui attaque les référés, les arrêtés préfectoraux devant les juridictions? Ce sont les associations. Qui va au Conseil d'État pour faire suspendre telle ou telle pratique? Ce sont les associations. Qui organise des événements comme aujourd'hui pour mêler politique, société civile? Ce sont les associations. Et donc, les seules forces aujourd'hui en présence qui nous permettent de lutter concrètement, ce sont ces associations. Donc mon message, il est très simple, c'est adhérer aux associations. Il y en a plein. Ça coûte en général pas très cher, voire très peu cher d'adhérer à des associations. En plus, on peut déduire ça de ses impôts, en grande partie. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ceux qui peuvent, franchement, c'est la première chose à faire. Parce que quand vous avez un ministre qui reçoit d'un côté le lobby de la chasse et de l'autre des associations, je peux vous assurer que ça ne va pas être la même chose s'il y a 10 000 adhérents dans l'association, ou 5 000, que s'il y en a 200 ou 300 000. On n'écoute pas les gens de la même manière quand ils pèsent 10 000 ou 300 000. Et donc, c'est fondamental, cette question-là, pour moi. Autant sur plein d'autres questions qui ont trait à la question animale, notamment l'élevage. On peut agir notamment par notre consommation. On peut refuser d'acheter certains types de produits. Autant sur la chasse, quand on n'est pas chasseur, au niveau individuel, c'est compliqué. On ne peut pas faire grand-chose. Au-delà de ne pas chasser, c'est compliqué, surtout quand on habite dans la ruralité. On sait que les chasseurs sont souvent des gens qui se croient un peu tout permis dans les villages. Moi, je l'ai vécu, il y a beaucoup de gens qui le vivent, où ça peut être parfois dangereux d'essayer de s'opposer localement à ces gens-là. Ça peut, sans être dangereux, pourrir la vie de beaucoup de personnes. Et donc, il faut se regrouper, il faut faire masse, il faut faire corps. Et ça se passe à travers les associations. Donc, il y en a plein. Des super, notamment la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, mais il y en a plein d'autres, des associations nationales, comme des associations locales qui font un travail formidable. Et donc vraiment, mon message, c'est ça. Et c'est comme ça que ça avancera. Oula. Ouais, il faut laisser les porteurs de voilà, micro. mademoiselle, au fond, alors, avec l'écharpe rouge. Voilà. C'est l'écharpe rouge qui a fait que je vous ai repéré. Donc. Ah, ben c'est raté. Désolé. Je sais pas. Ah ben voilà, on a choisi. Ah, je vous entends pas, je crois que le micro... C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, donc bonjour, merci pour les diverses interventions. Je voulais revenir, moi, sur la théorie du lien, que je trouve qui pourrait être un bon angle d'argumentation, parce que où on est schizophrène et il y a une cruauté pour les humains qui est reconnue et qui est pénalisée, et qui ne serait pas le cas de la cruauté envers les animaux. Moi, je ne comprends pas, parce que je pense qu'intrinsèquement, un être humain est doté d'une sensibilité ou ne l'est pas. Enfin, je pense qu'ici, voilà, chacun d'entre nous, si on voit un animal et qu'on est quelqu'un de sensible, on va forcément ne pas faire acte de cruauté. Donc, je ne comprends pas bien cette dichotomie. Et c'est vrai que cette théorie du lien est extrêmement intéressante, parce qu'elle met vraiment en exergue ces liens qui peuvent exister entre cette cruauté qui est faite aux animaux et les conséquences que l'on peut trouver au sein des familles, la maltraitance des enfants, les femmes violentées, et que dans ces familles-là, justement, il y a beaucoup de chasseurs, notamment. Donc je pense que ce pourrait être, si certains, entre guillemets, s'en fichent des animaux, mais de se dire qu'on peut protéger peut-être la société de ces personnes qui ne sont pas quelque part que cruel avec les animaux, mais qui peut y avoir une répercussion sur les êtres humains, puisque comme l'être humain est toujours mis en avant, ça peut être un angle d'attaque, entre guillemets, que de communiquer beaucoup plus sur cette théorie du lien. Je pense que ça pourrait marquer les esprits. Qu'en pensez-vous ?
Alors, il y a pas mal d'études, pas spécifiquement sur la question de la chasse, hein, mais sur la question de la maltraitance faite aux animaux, qui ont montré qu'il y avait une forme effectivement de lien entre les personnes qui maltraitent les animaux, qui sont plus à même de commettre aussi des actes de violence envers les êtres humains. Et c'est d'ailleurs dans cette logique-là que, au XIXe siècle, enfin même à la fin du XVIIIe, les lieux de mise à mort des animaux ont été mis loin des yeux du public. À l'époque, au marché, on tuait le cochon devant tout le monde. On commettait des actes de violence en public. Et la logique des abattoirs et de fait d'excentrer la mise à mort des animaux et de la cacher, c'était à l'origine pas seulement une question d'hygiène, mais surtout une question de cacher cette violence exercée sur les animaux, parce qu'on pensait à l'époque que être témoin d'un spectacle de violence sur des animaux pouvait derrière enclencher ou favoriser la violence sur des êtres humains. Mais sans aller jusque-là, parce que il n'y a pas d'études vraiment récentes qui montrent le lien entre le fait de chasser et le fait d'être violent, donc je ne m'aventurerai pas sur ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le chiffre des homicides commis par arme à feu, dans une grande partie des cas, l'arme à feu en question est un fusil de chasse. Ça, c'est une réalité. Dans beaucoup d'homicides en France aujourd'hui, les armes qui sont utilisées sont des armes de chasse. Et donc, au-delà de la question animale, effectivement, la question de la chasse pose la question de la circulation des armes. Il y a énormément de gens qui possèdent des armes de chasse chez eux, qui ont des armes à disposition, et ce qui forcément rend plus facile un passage à l'acte, en tout cas par arme à feu. Ça, c'est pas un mystère, ça a été montré, notamment dans les cas de violence conjugale, où quand il y a des meurtres par arme à feu, c'est souvent un fusil de chasse. Et puis il y a plein d'autres questions qui se posent, mais là on sort de la question liée aux animaux, parce qu'on rentre dans les nuisances liées à la chasse ou les violences liées à la chasse qui touchent les êtres humains, mais qui effectivement sont un levier pour essayer de réformer tout ça. Il y a la question de la propriété aussi. Un terrain en France, de base, est chassable. C'est-à-dire que quand vous avez un terrain dans une zone rurale, évidemment, pas dans une zone urbaine, si vous ne faites pas la démarche de sortir ce terrain de la CCA de la commune, et c'est une fois tous les 4 ou les 5 ans, je crois, que vous pouvez faire cette démarche-là, vous ne pouvez pas interdire à des chasseurs de chasser sur votre terrain, s'il n'est pas clôturé, évidemment. Donc il y a cette question-là, il y a la question des victimes humaines. Il y a eu malheureusement des exemples nombreux ces derniers temps avec des non-chasseurs qui sont victimes d'accidents. Alors moi, j'aime pas trop appeler ça un accident parce que c'est une manière de rendre le truc pas très grave. Je compare un peu ça, les accidents de chasse, au fait de quand les règles de sécurité ne sont pas respectées, ce qui est le cas de la plupart des accidents de chasse, c'est-à-dire qu'on identifie un truc qui bouge et on tire. Bon, j'ai cru que c'était un sanglier, en fait c'était un promeneur. Voilà. Et on s'en tire la plupart du temps sans aller en prison. Si vous roulez bourré en ville, ou sans permis, ou à 85 km/h dans une rue limitée à 50 et que vous écrasez un gamin, c'est un accident. Vous n'avez pas voulu le tuer, l'enfant. Et vous allez en tôle, directement. Il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de est-ce que ou pas, on va... Non, vous passez devant un juge en comparution immédiate, et puis vous allez en prison, en attente de votre procès. Et donc, il y a une vraie tolérance qui est inacceptable aujourd'hui sur ces fameux accidents de chasse. Le cas de Morgan Keane est quand même assez emblématique. C'était un gamin, je dis un gamin parce que maintenant il était plus jeune que moi, et il avait une vingtaine d'années, il coupait du bois dans son jardin, il s'est pris une balle. Je l'ai confondu avec un sanglier. Quelques années auparavant, il y a une dame, une retraitée, qui était dans son jardin, derrière ses clôtures, derrière sa haie. Même chose, un chasseur qui a dit « j'ai vu une masse sombre, j'ai tiré ». Tirer sans identifier la cible, c'est un manquement extrêmement grave aux règles de sécurité basiques. Aucune de ces personnes n'allait en prison. Et aucune de ces personnes n'ira en prison. Si elles avaient conduit à 130 en pleine vise et qu'elles avaient tué quelqu'un, elles seraient en prison aujourd'hui. Et donc il y a une vraie tolérance que je ne m'explique pas, si ce n'est par la puissance du lobby de la chasse et une certaine forme de complaisance pour ces pratiques-là. Et voilà, mais on s'éloigne effectivement de la question purement animal du sujet de la chasse. Mais les deux sont un peu liés, je pense, à un sentiment de toute puissance qui se retrouve sur ce qu'on fait subir aux animaux. J'ai le droit de faire ça. C'est souvent un argument qui revient. J'ai le droit, c'est légal. Pourquoi vous m'embêtez? Pourquoi vous m'empêchez de faire ça? L'argument de la légalité est vachement important. Ce qui est absurde, puisque
c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moral, que c'est éthique. Et la loi évolue en permanence. Il y a des choses qui étaient légales il y a 50 ans qui ne le sont plus aujourd'hui, et heureusement. Et donc s'appuyer sur cet argument de la légalité pour bloquer toute avancée me paraît complètement absurde. Mais je m'éloigne du sujet. Donc tout ça pour dire que oui, c'est un levier pour faire évoluer ces pratiques-là. Mais je pense que la simple question de la biodiversité et de la souffrance animale devrait suffire sans avoir à mobiliser les questions de nuisance pour les humains. Oui, bonjour à tous. Merci d'abord à Laurence Parisot de l'affection qu'elle porte à l'espace. Moi, j'y suis bénévole depuis 40 ans et j'en suis très fier. Et je voudrais apporter un peu d'optimisme parce que quand j'ai commencé, les chasseurs, ils étaient plus de 2 millions, 2 500 000 à peu près. Aujourd'hui, ils sont 1 million et sans doute moins de 1 million d'après les vrais chiffres. Donc, on assiste au crépuscule de la chasse. Donc, on demandait pourquoi ils ont autant de pouvoir. En fait, c'est aussi parce qu'ils sont à tous les niveaux du pouvoir. Il y en a dans mon village, dans tous les conseils municipaux, il y a des chasseurs. Et au sommet de l'État, il y a des chasseurs. Donc, quand on est à tous les niveaux du pouvoir, on a du pouvoir. Par rapport à Hugo, je suis d'accord. Je ne mets pas tous les chasseurs dans le même sac. Je pense qu'il y en a qui sont pires que les autres. Mais bon, ça, c'est personnel. Pour parler de Willy Schran qui voulait faire la police de la chasse, en fait, j'ai appris ce matin que le président des maires ruraux refuse ça. Et ça, c'est aussi une des espèces de rumeurs que les chasseurs veulent prétendre, d'associer la ruralité à la chasse. Je suis désolé, mais les gens qui ont à se plaindre des chasseurs, c'est ceux qui vivent à la campagne. Donc il y a vraiment des rumeurs comme ça à combattre, absolument. Je ne voudrais pas être long, mais je voulais vous dire autre chose. Non, c'est bon, il y a d'autres... Non, je voulais dire... Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas. Merci. Oui, mademoiselle. Est-ce que je peux enlever le... Madame. Pardon, j'aurais voulu apporter une précision. Pardon. J'aurais voulu apporter une réponse à madame sur la question des crimes. Alors effectivement, excusez-moi, en 2019, il y a une loi fédérale aux États-Unis qui a reconnu l'acte de cruauté comme un crime contre les animaux. Aujourd'hui, en France, effectivement, il n'y a pas de crime contre les animaux. L'acte de cruauté demeure un délit. Sur la question de la théorie du lien et la sensibilité, comme on l'a exposé tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on parle de la sensibilité de l'animal, on l'a bien vu, in fine, c'est la sensibilité humaine qui est prise en considération pour derrière apprécier, évaluer, sanctionner. C'est vraiment le degré de sensibilité. Notamment si c'est un animal de compagnie, on voit qu'aujourd'hui les peines et condamnations sont plus importantes lorsqu'il s'agit d'un animal de compagnie parce qu'il y a un aspect attachement à l'animal, donc la sensibilité humaine. Il a été voté dans la loi, la PPL, une circonstance aggravante qui est lorsque l'acte est commis devant un enfant. Donc l'enfant, pour moi, l'idée, c'est une des pistes serait de réflexion, ce serait de reconnaître également les animaux comme des êtres vulnérables, qui sont un élément qui sont reconnus dans le droit pénal, à la différence de le caractère sensible. Donc c'est une piste qui pourrait déjà être, sur laquelle on pourrait déjà réfléchir. Sur cette théorie du lien, aux États-Unis, il y a aujourd'hui des fichiers qui sont constitués sur des individus qui ont perpétué des actes, des infractions d'actes de maltraitance sur des animaux pour identifier ces individus qui pourraient devenir des maltraitants sur les humains. Donc aux États-Unis, cela existe déjà. Aujourd'hui, la théorie du lien en France fait son chemin, trop doucement à mon sens, mais elle fait son chemin. Mais encore une fois, la question, c'est de cette sensibilité, on la voit dans le prisme de l'humain. Et étonnamment, vous remarquerez que par rapport à la corrida, le fait que des enfants assistent à des actes de corrida, là, on ne s'interroge pas, on ne se préoccupe pas de l'impact que cela peut avoir sur le développement cérébral de l'enfant. Voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter par rapport à votre question. Excusez-moi. Non, pas de souci. Bonjour. Je ne sais pas. Allô? Non. Madame Rouge du fond. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Ah, pardon. Bonjour à tous. Voilà, c'est juste pour apporter plutôt un retour sur une expérience. En fait, je suis enseignante stagiaire. Et cette année, j'ai des élèves de moyenne section. Et en fait, il y a une des enseignantes qui a proposé, avant les vacances de la Toussaint, un dessin animé qui s'appelle « Loup tendre et loufoque ». Et en fait, que j'ai trouvé très intéressant, car il faisait des liens avec le rôle que l'école peut jouer pour nos enfants, nos élèves, en lien avec la sensibilisation à l'environnement et aussi au vivant. Donc il s'agissait d'une réadaptation du conte du Petit Chaperon Rouge.
Et en fait, là, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que le petit chaperon rouge était très content de croiser un loup. Et il l'a même invité chez sa grand-mère. Et la grand-mère était très heureuse de voir un loup, puisque en fait, dans ce conte, le loup était en voie d'extinction. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant du point de vue pédagogique, mais aussi parce que je suis personnellement et fermement, et je crois fermement que tout un chacun peut œuvrer à sensibiliser les plus jeunes, nos élèves, nos enfants, et que la littérature de jeunesse semble et peut aussi réussir. Et que je vois dans la cour de récréation des élèves de moyenne section prendre des petits escargots et les observer. Ils ne leur font pas de mal naturellement, en fait, et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et que je pense que, comme vous, Hugo Clément, le journaliste, le droit a un rôle à jouer dans notre société pour faire évoluer nos représentations sur le vivant et les animaux, mais aussi les enseignants, notamment avec L214, qui propose aussi des contenus et des mallettes pédagogiques pour sensibiliser les élèves voilà, au vivant. Et je trouvais que voilà, j'avais envie d'apporter cette précision, voilà, enfin, cette remarque. Bonjour, j'ai une question pour Hugo Clément. En fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que la prise en compte de la question de l'environnement dans vos enquêtes et donc de la cause animale, donc pour vous et votre équipe, le travail que vous faites dans vos documentaires, est-ce que ça transforme votre manière de faire du journalisme, vous qui êtes passé par plusieurs médias? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de faire du journalisme ou pas du tout? Je dirais pas que c'est une nouvelle manière de faire du journalisme. J'essaie juste d'appliquer à cette question-là, l'environnement et la question animale, la même manière de travailler que les autres sujets en fait. Et pendant longtemps, alors l'environnement c'est une chose, la cause animale c'en est une autre, mais pendant très longtemps, on parlait pas du tout de ce sujet-là dans les médias. Je parle de la cause animale. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Il n'y avait jamais un reportage qui a été fait, alors au-delà des documentaires animaliers, mais qui était vraiment sur un angle observationnel voilà, qui était à la limite du divertissement. Mais dans les reportages d'information, il n'y avait jamais rien sur la question animale. On ne questionnait jamais la chasse, on ne questionnait jamais l'élevage intensif, on ne questionnait jamais aucune pratique pendant très longtemps. C'est assez récent en fait que les médias s'emparent de ces sujets-là. Et je pense que l'information, c'est une des clés de ce combat, parce que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe pour réagir, à la fois dans leur manière de consommer, mais aussi dans leur manière de s'engager. Et si vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas agir, tout simplement. Donc on en parle de plus en plus, et c'est très bien, il faut s'en réjouir. Je pense qu'on peut encore faire plus. On peut encore faire plus dans la pédagogie, surtout d'expliquer en quoi ça nous touche. Parce que souvent, j'ai l'impression quand on parle de cette question-là, on se différencie encore du reste du vivant. On dit la nature, les animaux, comme si on n'était pas dans la nature et qu'on n'était pas des animaux. Et en fait, on est des animaux. Et la nature, c'est nous, on est dans la nature. On n'est pas en dehors, on n'est pas dans une position d'observateur sur quelque chose qui est étranger. Et voilà, on fait partie de la chaîne du vivant, on est une espèce comme une autre, avec un impact un peu plus important, mais on est une espèce très jeune, très vulnérable, qui sera peut-être plus là, ou en tout cas plus dominante dans quelques milliers d'années. Donc je pense que le travail des journalistes, ça passe aussi par ce travail de pédagogie, de réintégrer l'être humain dans un cadre beaucoup plus large, et de faire aussi un travail de modestie, et de ne pas toujours traiter le sujet à travers l'angle et la vision humaine, purement humaine. Alors évidemment, on ne pourra jamais être dans la peau d'un cochon ou d'un singe, c'est pas possible. Sabrina Krief, qui est là, m'a expliqué exactement la même chose. On ne peut pas analyser les singes avec un regard de singe, on aura toujours un regard d'humain, et donc on aura toujours un biais. Mais je pense qu'il faut expliquer au public qu'on fait partie de ce tout-là, et ne pas traiter ça comme voilà, aujourd'hui on va faire un reportage sur la nature, comme si on était en dehors de cette entité-là, quoi. Et cette question du lien et de nous réintégrer dans la chaîne du vivant, elle est fondamentale pour moi, et j'essaie toujours de prendre ça en compte dans les reportages qu'on fait, d'éviter d'avoir un regard trop d'observateur, et d'essayer de nous intégrer dans cette question-là, et de voir comment on peut agir sur à la fois notre environnement, mais aussi nous, puisqu'on fait partie de cet environnement-là. Et voilà. Et d'ailleurs, quand on dit un truc qui me marque à chaque fois dans les COP, on l'entend vachement, il faut sauver la planète. La planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle n'est pas en danger, la planète. La planète, elle sera là après nous, elle était là bien avant nous, elle sera là bien après nous.
Quand on dit il faut sauver la planète, en fait on parle de nous. Il faut sauver la planète telle qu'elle nous permet de vivre actuellement et telle qu'elle nous permet d'être l'espèce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'espèce ultra dominante qui n'a aucun prédateur, qui arrive à relever des défis technologiques incroyables, etc. Mais c'est de ça qu'on parle, c'est de nous qu'on parle en fait. Voilà, donc c'est nous qu'il faut sauver à travers la lutte contre le changement climatique, mais aussi à travers la préservation de la biodiversité. J'ai fait un reportage récemment sur les plantes, la disparition des plantes, parce qu'on parle beaucoup des animaux, mais la majorité des espèces menacées aujourd'hui dans le monde sont les plantes. Et il y a un chercheur qui prenait une image que j'aime bien pour parler de la biodiversité, c'était, il fait un peu nous voir comme si on était dans une maison. Voilà, la biodiversité, c'est cette maison qui est autour de nous. Si vous enlevez une brique, ça va, il ne se passe pas grand-chose. Si une espèce disparaît, il ne se passe pas grand-chose. Si vous enlevez 10 briques, bon, il commence à y avoir des fissures. Si vous enlevez 100 briques, la maison elle tangue, et puis si vous enlevez 200 briques, la maison elle vous tombe dessus. Et je trouve que cette image, elle dit vraiment tout sur la biodiversité, quoi. C'est-à-dire que les espèces qui disparaissent, c'est pas simplement « oh c'est triste, il n'y aura plus de rhinocéros », même si c'est triste en soi, mais une espèce n'est pas un individu. Elle ne ressent pas de sentiments, elle ne ressent pas la douleur. Une espèce n'a pas d'intérêt propre, c'est un truc abstrait. Une espèce, enfin abstrait, c'est pas abstrait, mais c'est, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas une entité morale, c'est pas une personne physique. En revanche, ça va avoir des impacts sur nous en tant qu'individus et en tant qu'espèce, l'affaiblissement de la biodiversité. Et là, c'est encore une autre question que celle de la souffrance animale, parce qu'il y a souvent un conflit parfois entre ceux qui défendent la biodiversité et ceux qui défendent les animaux, parce que défendre les espèces, c'est pas défendre les individus. Au nom de la préservation d'une espèce, on peut justifier la souffrance de certains individus. C'est ce que font par exemple les zoos, d'une certaine manière, qui disent oui, certes, on fait souffrir des individus en les enfermant, mais c'est pour préserver une espèce, donc ça se justifie. C'est ce que font certains types d'expérimentation aussi. Donc je pense qu'il faut essayer de relier les deux et puis avoir conscience qu'on fait partie de cette maison-là et qu'on n'est pas supérieur. Alors je sais que c'est difficile de faire ce travail-là parce que moi pendant longtemps j'étais persuadé comme beaucoup de gens que voilà, on est supérieur. Attendez quand même, quelle autre espèce va sur la Lune? Quelle autre espèce est capable d'envoyer des touristes dans l'espace? Quelle autre espèce sait fabriquer des bombes nucléaires ou quelle autre espèce peut à la fois aller à 10 000 mètres sous l'eau avec un sous-marin, à 8 000 mètres sur le toit du monde voilà, on a souvent le sentiment d'être supérieur parce qu'on est aveuglé par nos prouesses technologiques, mais on confond supériorité et domination. Et dans la question de nos rapports aux animaux, je trouve que c'est un truc fondamental. On est dominant, ça c'est un fait, on est l'espèce dominante aujourd'hui, mais on n'est pas supérieur. Et j'ai encore envie de citer Sabrina, parce qu'on a eu une discussion récemment là-dessus, sur la question de la supériorité ou de la domination, mais pourquoi les singes, par exemple, ils ne font pas des fusées pour aller dans l'espace? C'est pas parce qu'ils sont plus nuls que nous, parce qu'ils sont inférieurs, c'est peut-être juste parce qu'ils n'en ont pas besoin. En fait, tout simplement, c'est peut-être juste... Qu'est-ce que l'intelligence? Là, désolé, hein, je dévie, mais l'intelligence, c'est quoi? Est-ce que être intelligent, c'est fabriquer des fusées? Ou est-ce que être intelligent, c'est s'adapter au changement de son environnement pour faire en sorte que son espèce perdure? Parce que si c'est ça l'intelligence, on fait plutôt partie des moins intelligents aujourd'hui. On n'est pas capable de s'adapter au changement de notre environnement. On est même en train de provoquer ce qui va causer notre perte. Et on est une des seules espèces à faire ça. Alors oui, on va dans l'espace, mais on n'est pas capable de mettre fin au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, qui sont les principales menaces qui pèsent sur notre espèce aujourd'hui, alors même qu'on en a conscience. Et donc, je pense que de toute cette maltraitance dont on a parlé aujourd'hui, tout ce sadisme, toutes ces choses affreuses qu'on inflige aux autres animaux, elles trouvent leur source dans ce sentiment de supériorité. Et dans le sentiment de se dire, c'est pas grave, c'est que des animaux. Ça va, c'est un chat. On m'a fait la réflexion récemment, là, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Marius, le chat, qui était enfermé dans un appartement, l'immeuble voisin s'était effondré, et donc il y avait un chat qui était enfermé dans un appartement où sa maîtresse ne pouvait plus aller pour le nourrir. Et donc on a essayé de mobiliser les pompiers à travers les réseaux sociaux pour qu'ils aillent chercher Marius. Bon, ça peut prêter à sourire. Et il y a plein de gens qui disaient c'est qu'un chat. Voilà, c'est qu'un chat, on ne va pas mettre en danger des gens pour un chat. Et bien, tout ça, ça trouve sa source dans le fait qu'on se différencie des autres espèces et qu'on estime que notre vie pour nous a beaucoup plus de valeur que la vie d'un chat pour le chat. En fait, je ne dis pas qu'en tant qu'homme, la vie d'un chat vaut un homme. Parce qu'on essaie souvent de caricaturer les discours des gens qui défendent les animaux. Moi, en tant qu'humain, je privilégierais toujours
le fait de porter assistance à un être humain que de porter assistance à un autre animal. Parce que toutes les espèces font ça, elles privilégient leur propre vie et celle de leurs proches par rapport à celle des autres espèces. Encore que ça dépend des humains, peut-être, faudrait... C'est une blague. C'est une blague. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est évidemment qu'on privilégie la vie des êtres humains. Et donc ça n'a pas de sens de reprocher aux défenseurs des animaux, de dire oui, mais vous défendez les animaux alors qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Évidemment que je suis plus touché par le fait qu'un homme meure dans la rue que par le fait qu'un chien meure dans la rue. Parce que je suis un homme, je suis un humain, donc je suis plus touché par les gens de mon espèce. Mais du point de vue de l'animal, la vie d'une vache est aussi précieuse pour la vache que ma vie l'est pour moi. Et une vache, un chien, un cochon vont autant fuir la mort, fuir la souffrance, que moi je vais fuir la mort et la souffrance. L'attachement d'un mammifère à sa progéniture est, selon les études les plus récentes, relativement similaire entre un humain et un non-humain. N'importe quel mammifère va faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa progéniture, ce qu'on va faire nous aussi. Et donc je trouve que, désolé je suis très bavard, hein, vous criez si c'est chiant, mais je trouve que tout ça en fait on n'en parle pas assez, c'est presque un débat philosophique finalement qui est à la source de notre comportement vis-à-vis du reste du vivant, et je dirais même plus vis-à-vis de tout ce qui n'est pas l'homme occidental aussi. Parce que y a vachement de similitudes entre la manière dont on se comporte vis-à-vis de la faune sauvage et la manière dont on se comporte vis-à-vis des peuples qu'on considère, sans le dire, parce qu'on ne peut plus le dire aujourd'hui, mais qu'on considère comme inférieurs aux nôtres. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça encore aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs dans la situation politique actuelle dans certains pays, dont la France. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que certains peuples sont inférieurs aux autres. Et pendant très longtemps, on a justifié la mise en esclavage et l'exploitation absolument abominable d'hommes par d'autres hommes, par le fait qu'ils étaient soi-disant inférieurs. Et c'est comme ça que c'était justifié. C'était pas grave parce que c'était des barbares. C'était pas grave parce que c'était pas des occidentaux. Et donc on pouvait les utiliser à notre guise. Et d'ailleurs ce débat il se retrouve à l'Antiquité, parmi même les philosophes présocratiques avaient ce débat-là. Il y a certains philosophes qui étaient... bon, allez, je fais encore une divagation, mais par exemple la question du végétarisme, c'est super intéressant. La question du végétarisme, quand vous écoutez certaines personnes aujourd'hui, ce serait un combat de bobos du centre-ville, ce serait à la mode. Voilà, c'est quelque chose à la mode. Mais c'est pas du tout un truc à la mode, le végétarisme. Pythagore était végétarien. Et Pythagore défendait le végétarisme au nom de la réincarnation de l'âme d'être humain dans potentiellement n'importe quel animal. Et donc il considérait qu'il ne fallait pas manger d'autres animaux, il ne fallait pas tuer d'autres animaux parce que potentiellement ça pouvait être votre père, votre mère qui s'était réincarné dans cet animal-là. Donc c'était encore une autre logique, mais il y avait beaucoup de philosophes présocratiques qui préconisaient le végétarisme et il y avait ce débat entre eux de savoir est-ce que, en tant que grec, on avait le droit d'exploiter l'autre. Et dans l'autre, ils ne mettaient pas seulement les animaux, ils mettaient les animaux et tous les autres hommes, les barbares. Voilà. Et ceux qui défendaient les animaux, en disant on ne peut pas exploiter ou tuer les animaux de manière gratuite parce qu'ils font partie de l'ensemble du vivant et ils doivent être respectés, étaient les mêmes que ceux qui disaient qu'on devait se comporter de manière respectueuse avec les barbares, avec les autres hommes, et qu'on ne pouvait pas non plus réduire en esclavage les autres hommes, parce que c'était la même logique, en fait, tout ça. Et bon, là, je me suis vachement éloigné du sujet. J'ai fait un cours de philo à 2 balles. Voilà, je vais prendre la prochaine question. Ah, madame. Vous entendez? Excusez-moi, j'ai une petite question dans Internet. Je ne sais pas où c'est. Ah, oui. Là, c'est là. J'ai l'impression d'être Didier Deschamps, vous savez, aux conférences de presse, quand ils cherchent comme ça. Alors, donc c'est une question de Morgane Cousin. La crise de la Covid-19 a-t-elle, selon vous, un vrai impact sur la prise de conscience de la biodiversité et la préservation de la faune sauvage? Très bonne question. Je pense qu'on l'a tous espéré. Je pense qu'on l'a tous espéré que ce qui a un peu éclairé nos confinements, en tout cas le mien, c'était de voir ces vidéos d'animaux sauvages qui se réappropriaient un peu l'espace, qu'on voyait venir un peu de partout dans le monde, parce que dès qu'on laisse un peu d'espace, en fait, la nature et la puissance de résilience de cet ensemble dans lequel on vit
réoccupe cet espace-là. On s'est un peu tous dit ah, il est peut-être en train de se passer quelque chose et on va peut-être prendre conscience, de notre fragilité, parce que pour moi, le Covid-19, c'est avant tout cette leçon-là. C'est la leçon de fragilité de l'humanité. Ce qui s'est passé ces deux dernières années, j'ai l'impression que ça fait 3 tellement c'était long, ces 2 dernières années, c'était inimaginable il y a 10 ans. Inimaginable il y a 10 ans. Vous auriez dit à Louis, président de Renault, il y a quelques années, qu'on allait fermer les frontières, qu'on allait renvoyer les gens chez eux, que plus personne n'allait pouvoir aller travailler, qu'on allait clouer les avions au sol, qu'il allait falloir un papier pour circuler dans la rue, qu'il allait falloir se déplacer à 100 mètres ou 500 mètres de son domicile et que le reste du temps, il fallait être enfermé. Mais personne ne vous aurait cru. Personne ne vous aurait cru. C'était inimaginable. Et on a pris toutes ces décisions inimaginables parce qu'on a été confronté en tant qu'humanité à un danger imminent. C'est-à-dire que c'était très... Contrairement au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, qui est encore pour beaucoup de gens très lointain, c'est-à-dire qu'on sait que c'est là, c'est dangereux, mais on a du mal à le sentir dans notre chair, là on l'a senti dans notre chair, parce qu'on a des proches qui sont morts, parce qu'on a des centaines de milliers de victimes, de millions de victimes à travers le monde, des images d'hôpitaux engorgés avec des trucs absolument abominables. Et tout ça a fait que l'humanité s'est sentie en danger immédiat et a accepté de prendre ces mesures radicales qui étaient inenvisageables auparavant. Et je pense que tout ça doit nous faire prendre conscience que nous qui pensons être une espèce si forte, si invincible, tout peut s'écrouler. Le Covid l'a montré. Alors, on a tenu bon, parce que c'était un virus qui n'était pas si méchant que ça, quand vous regardez les chiffres de mortalité. C'était un virus qui se transmettait beaucoup, mais qui avait un taux de mortalité relativement faible. Mais ce que nous ont dit les scientifiques de l'ONU dans un rapport de l'IPBES, qui est sorti d'ailleurs au milieu de la pandémie, c'est que le lien entre effondrement de la biodiversité et multiplication des pandémies, il est très clair. Il est étudié depuis très longtemps. Plus vous détruisez la biodiversité, plus vous détruisez les espaces naturels, les forêts, plus vous avez un risque d'émergence de nouveaux virus dans la population humaine. Plus vous multipliez les élevages intensifs, plus vous avez un risque d'émergence de nouveaux virus, etc. etc. Et les prédictions des scientifiques de l'ONU, qui ne sont pas de dangereux activistes radicaux, c'est à peu près maintenant une pandémie tous les 10 ans, similaire à celle du Covid-19 en termes d'impact et supérieure en termes de mortalité. C'est l'ONU qui dit ça, tous les 10 ans. Si on continue à ce rythme-là de destruction de la biodiversité. Donc, pour moi, cette pandémie, si elle a servi à quelque chose, c'est à ça, c'est de faire prendre conscience à beaucoup de gens qu'on était fragile et que le confort de vie dans lequel on était jusqu'à récemment était absolument pas garanti pour les années qui viennent. J'espère que c'est cette leçon qu'on en a tirée et j'espère qu'on va traiter le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité à la hauteur de la menace que ça représente. Et cette menace, elle est beaucoup plus grande que celle du Covid-19. Elle est beaucoup plus importante en termes d'enjeux pour les réfugiés climatiques, des zones qui vont devenir inhabitables, de la multiplication des pandémies, etc. Les impacts vont être infiniment plus importants que le Covid. Donc il faut traiter ces questions-là avec la même ambition, les mêmes moyens. Avant la crise, on avait l'impression parfois que c'était compliqué de débloquer des moyens pour le changement climatique. On a vu à cette COP 26 que c'était encore très compliqué de faire signer des gros chèques par les pays du Nord pour aider les pays du Sud à sortir du charbon, par exemple. Pendant le Covid, on n'a pas compté ce qu'on a dépensé, et tant mieux. Le quoi qu'il en coûte, je pense que tout le monde, en tout cas la plupart des gens, étaient d'accord avec ça, de sortir le carnet de chèques pour limiter les dégâts et sauver des vies. Ben, il faut avoir la même approche pour le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, parce que les dangers sont encore plus grands que ceux qu'on a traversés. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour. Moi, j'avais une question. Alors, on a beaucoup parlé d'animaux sauvages en liberté là sur cette journée. C'est le thème du colloque. Et voilà. Les animaux sauvages en captivité aujourd'hui, notamment dans les parcs animaliers, les zoos. Alors, c'est plutôt pour faire un peu un petit appel du pied sur tes prochains reportages. Est-ce qu'il y a des sujets autour de ça? Parce que je sais qu'on a beaucoup parlé des animaux en captivité dans les cirques, dans les parcs aquatiques, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur les parcs animaliers qui sont, à mon sens, une aberration
parcs de loisirs pour humains, d'aller regarder des animaux qu'on ne voit plus à l'état sauvage, mais qu'on peut voir derrière des barreaux. Donc c'est plutôt pour avoir un peu d'actualité là-dessus, sur les prochains reportages. Alors pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de prévu là-dessus, parce qu'on en a fait un il n'y a vraiment pas longtemps sur les delphinariums. Donc on essaye de varier un peu les thèmes. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'il faut en rester un peu au fait sur ces questions-là. Je pense que c'est pas réaliste aujourd'hui de dire qu'on peut fermer du jour au lendemain tous les zoos et tous les parcs animaliers, parce qu'il y a énormément d'animaux qui sont depuis des générations en captivité et tous ne peuvent pas se réadapter à une vie dans la nature. Certains le peuvent, d'autres non. Donc, ne serait-ce que déjà pour la question de la fermeture des delphinariums, se pose des questions de savoir ce qu'on va faire des 20 et quelques dauphins qu'on a en France. La solution n'est pas si simple que ça. Alors il y a des associations qui travaillent dessus et qui font un super boulot, mais c'est pas si facile. Ce qu'il faut dire en tout cas, et ça c'est une évidence, c'est rappeler l'origine des zoos. L'origine des zoos, c'est d'aller capturer des animaux dans la nature pour les enfermer. Et ça, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, voilà, les organisations qui représentent les zoos aimeraient faire oublier un peu cette histoire, mais c'est quand même ça l'origine. Quand vous avez aujourd'hui des éléphants en captivité, les méthodes de capture des éléphants, il y a encore quelques décennies, aujourd'hui ça ne se fait plus, on n'a plus le droit, en tout cas en France, on n'a plus le droit, je ne sais pas, il y a peut-être des pays où on a encore le droit, mais en France on n'a plus le droit de capturer des animaux dans la nature pour les mettre dans les zoos. C'est interdit. Mais il y a encore quelques décennies, quand on voulait aller prélever un éléphanteau par exemple, on tuait tout le troupeau. Il y a certains, il y a même un président français qui faisait de la chasse à l'éléphant et qui était réputé pour ça, Monsieur Giscard d'Estaing, et qui participait notamment à certaines opérations de prélèvement pour des parcs zoologiques. Donc c'est ça l'origine des zoos. Il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un problème qui est réel, qu'on a des générations d'animaux qui ont vécu en captivité et qui ne sont pas adaptés aujourd'hui à la vie dans le milieu naturel. Donc c'est un problème dont héritent aujourd'hui les actuels gestionnaires des parcs animaliers, mais c'est quand même les zoos qui ont créé ce problème-là. Donc ça, c'est important de le rappeler. Deuxième chose qu'il est important de rappeler, c'est que la grande majorité des animaux actuellement détenus dans les zoos ne sont, pas menacés dans la nature, parce qu'il y a aussi cette idée reçue qui est véhiculée par certaines formes de lobby qui voudraient que les parcs zoologiques, aujourd'hui, leur mission, c'est de préserver des espèces menacées. Alors c'est certainement vrai qu'ils jouent un rôle sur cette question-là pour certaines espèces. En revanche, la grande majorité des animaux, en termes de population, je crois que c'est entre 70 et 80% des animaux détenus dans les zoos, ne sont pas des espèces menacées dans la nature et ne sont pas des espèces dont les habitats ont été détruits. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui peuvent vivre aujourd'hui dans le milieu naturel et qui ne font pas l'objet de menaces particulières. Et on parle de la grande majorité des animaux détenus dans les zoos. Donc le discours qui consiste à dire que les zoos aujourd'hui sont un vecteur de préservation de la biodiversité et que c'est leur principale mission, je pense que voilà, c'est un peu un argument marketing. L'industrie zoologique reste une industrie du divertissement, dont l'objectif est de gagner de l'argent, et c'est pas ça, je ne critique pas le fait de gagner de l'argent, c'est un peu plus critiquable de gagner de l'argent sur l'exploitation d'êtres vivants, mais voilà, c'est une industrie, c'est une économie, ce ne sont pas des associations. Alors ils font pour certains des dons à des associations et c'est très bien, ils ont pour certains des programmes en parallèle de réintroduction de certaines espèces et c'est très bien, mais ça reste un système lucratif, voilà, d'exploitation des animaux dans un but lucratif. Donc je pense que c'est, je ne sais pas si c'est très populaire de dire ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la question, honnêtement, la question prioritaire sur la question du bien-être animal et de la cause animale. Pour moi, le premier combat aujourd'hui à mener, non seulement en termes de nombre d'animaux et de souffrance infligée, c'est celui de l'élevage intensif. Je pense que c'est le combat civilisationnel des prochaines décennies dans nos pays, en France et en Europe. C'est 3 millions d'animaux par jour qui sont tués en France. 3 millions par jour d'animaux destinés à la consommation. Donc en termes de masse d'animaux, en termes de souffrance infligée, pour être allé dans toutes les formes d'élevage intensif qui existent, le point commun c'est la souffrance, c'est le fait que ce n'est pas une vie, c'est une torture. Pour moi c'est la question prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la captivité des animaux sauvages, notamment dans les cirques itinérants, et c'est une bonne chose que ça soit terminé aujourd'hui parce
parce que c'est des conditions de captivité qui sont particulièrement douloureuses pour des animaux qui sont en permanence brinque-ballés à droite à gauche. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser la question des parcs zoologiques, à savoir notamment qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de maintenir en captivité des animaux qui peuvent très bien vivre dans leur milieu naturel et qui ne sont pas des espèces menacées. Et ça, effectivement, je pense que c'est un débat qu'on peut pousser. Je crois qu'il y avait une dame là qui attend depuis très longtemps. Bonjour, je désespérais un peu. Bonjour. Il ne faut jamais désespérer. Non, mais vous avez raison. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ah, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les associations. Je suis à 200% d'accord avec vous, mais ce n'est pas si facile. Alors, quand on est une grande association, très connue au niveau national, très réputée, c'est peut-être un peu plus facile. Sur le terrain, pour des associations un peu moins grosses et un peu moins connues, non seulement c'est pas facile, mais c'est cauchemardesque. Alors quand je dis ça, je suis l'ancienne porte-parole de la CEPANSO dans les Landes. Vous comprenez tout de suite pourquoi je vous dis ça. Et j'ai eu Marc Giraud au téléphone il y a un mois à ce sujet, pour être simple, je coulais complètement, j'étais au bout du rouleau. Je le suis un tout petit peu moins aujourd'hui, mais quand même. On s'est battu contre la mairie, alors je vais le dire, et j'assume, à Osgore, Cap-Breton, c'est pas très loin de là où vous êtes, et une zone que vous aimez bien. C'était pas sur le sujet de la biodiversité directement, encore qu'on était sur les oiseaux, mais contre un projet urbanistique. Avec la CEPANSO, qui est quand même un peu connue en Aquitaine, et on a gagné. On a eu gain de cause en référé au tribunal. Et le lendemain matin, le super maire de Sgore est allé chez moi, comme je suis la seule qui habitait là. Il a mis la photo de ma maison qui devait être rénovée, mon adresse sur Facebook. Il m'a dénoncé, diffamé, il a raconté des horreurs sur moi, d'accord ? J'ai pris 300 commentaires de personnes, des gens qui ont mis une cible sur ma tête, des gens qui en ont menacé à ma vie, des gens qui ont expliqué qu'ils allaient mettre un cocktail Molotov sur ma maison, qu'ils allaient venir brûler ma maison, et que si jamais ils me croisaient dans la rue, ils me feraient la peau. Alors, c'est violent, vous avez parlé de la gendarmerie tout à l'heure, mais Hugo, en province, la gendarmerie, quand vous êtes responsable ou bénévole dans une association et que vous êtes un peu engagé, on vous rit au nez. D'abord, on ne veut pas prendre votre plainte, on vous rit au nez, d'accord ? Alors, moi, dommage que Loïc de Breval soit parti. On a mis en place la cellule d'émetteurs. Mais quand est-ce qu'on met en place une cellule en France qui défend les lanceurs d'alerte et les bénévoles qui sont dans les petites associations, qui œuvrent sur le terrain. Et c'est eux qui font bouger les lignes tous les jours, à leur tout petit niveau. Alors les Landes, je ne vous dis pas, Cap-Breton, je suis adhérente de Sea Shepherd, je ne mets pas un t-shirt parce qu'avec la famille Agnès, j'ai peur d'être noyée dans le port. Mais le problème, c'est que quand vous portez plainte et qu'il faut prendre un avocat, les petites associations, elles n'ont pas forcément les moyens, d'accord ? Et l'autre point, je vais finir là-dessus, et vous allez tomber par terre, quand vous arrivez au tribunal, après avoir harcelé le parquet, d'accord ? Et après avoir été au bout de 4 renvois, on vous dit quoi au tribunal ? On vous dit « Ah, mais il y a une audience relais qui n'a pas été signée, c'est prescrit. » Et on condamne l'association à 800 € d'amende. Donc c'est une plaisanterie. Il y a un travail colossal à faire dans ce pays pour le soutien des associations, parce qu'on connaît bien la LPO, on connaît bien One Voice, mais il y a plein d'associations, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un vrai levier sur le terrain, qui font un travail extraordinaire, qui sont menacés. Moi, maintenant, mes enfants ne veulent plus venir et j'ose même plus rentrer dans ma maison. Et pour finir, le maire a pris sur ma maison une démarche d'expropriation. Alors, le prix à payer, il est colossal. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une urgence absolue. Si on veut défendre l'environnement et défendre la biodiversité, de soutenir les bénévoles sur le terrain et les petites associations, parce que pour le moment, œuvrer, militer dans une association, c'est fondamental. Mais le prix à payer, voilà. Bah écoutez, je tombe de ma chaise comme vous l'avez prédit. Non, mais oui, je souscris à ce que vous dites. Alors, je connais pas ce cas particulier, donc je peux pas m'exprimer là-dessus, mais je me renseignerai sur ce qui s'est passé. Et puis s'il y a des avocates ou des avocats dans la salle, peut-être que certains peuvent vous porter assistance pour ce dossier. J'imagine qu'il y en a, en tout cas des juristes qui peuvent vous aider. C'est vrai que le prix à payer est souvent lourd
particulièrement au niveau local pour les petites structures, soit par manque de moyens, soit par pression sur les individus. Ça a été le cas aussi pour une journaliste qui a enquêté sur l'élevage intensif en Bretagne, qui a retrouvé les roues de sa voiture déboulonnées. Voilà, c'est une réalité tout ça. Hein. On est dans un pays démocratique, on a cette chance-là. Ça n'empêche pas d'avoir des méthodes qui sont des méthodes parfois qui s'apparentent à des méthodes mafieuses pour intimider les gens qui défendent les animaux ou l'environnement. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi j'invite vraiment tous les gens à adhérer non seulement à des associations nationales, mais aussi à des associations locales, des petites structures, parce que le nombre fait la force. Et que dans votre association que je ne connais pas, mais que je découvrirai avec plaisir, plus vous serez nombreuses et nombreux, plus vous serez puissants, et plus vous serez protégés. Et pardon ? Les gens ont peur, je sais. Oui, mais Oui, mais bien sûr. Mais je pense, et c'est là aussi que les médias ont un rôle à jouer, que l'information a un rôle à jouer dans la mise en lumière de ces situations. C'est ce que j'essaye de faire le plus souvent possible. Malheureusement, je ne peux pas faire pour toutes les situations parce qu'il y en a trop. Mais... Ça, écoutez, je laisserai mes confrères de Sud-Ouest vous répondre, mais si vous voulez, les liens entre certains journaux locaux et les puissances locales, c'est pas nouveau, hein, c'est établi depuis un petit moment. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journalistes qui font bien leur boulot dans les journaux locaux, mais c'est parfois difficile effectivement de se battre sur ces sujets-là, surtout quand vous touchez à l'économie locale, surtout quand vous touchez à des intérêts financiers, ce que vous avez sûrement dû faire dans votre coin. Donc voilà, la seule réponse pour moi, et c'est peut-être insuffisant, et je suis désolé de ne pas avoir plus de réponses à vous donner, mais c'est d'être le plus nombreux possible et de s'entourer aussi de gens qui peuvent, sur le terrain juridique, vous assister. Et je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui, sur la question de l'environnement et la question animale, acceptent de travailler peut-être pas gratuitement, même si certains le font, mais en tout cas à des honoraires qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'ils font habituellement. Il y a beaucoup d'avocats qui font ça, je le sais, et c'est tout à leur honneur. Donc si jamais il y en a dans la salle qui peuvent vous filer un coup de main, je pense que ça peut être bien. Voilà. Et bon courage. Je suis désolé, c'est pas beaucoup face à ce que vous vivez, mais... Oui, il y a un malheureux qui lève la main, il y a plein de Monsieur malheureux Clément, qui lèvent la main. une petite question s'il vous plaît. Le référendum pour les animaux est peu connu de la société civile. Si vous faites un micro-trottoir, il est peu connu. Pourquoi la communication n'est-elle pas plus soutenue? Parce que comme vous dites très bien, le nombre importe. Il est peu connu. Alors bon, il y a quand même 1 million de personnes qui ont signé sur le site, donc c'est pas mal. C'est pas mal. 1 million, c'est pas mal. C'est quoi je suis pas très bon en maths. C'est 2% de la population française? 1% non, si c'est les adultes, ça fait 3%. 3%. Merci Louis. C'est là qu'on reconnaît les matheux. Mais non, évidemment, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un déficit de traitement médiatique de ces questions. Voilà. Ça, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que c'est comme ça s'améliore petit à petit, mais il y a un vrai déficit de traitement médiatique. Le référendum pour les animaux n'a été traité dans aucun grand journal télévisé. Oui, j'en parle, j'essaie d'en parler le plus possible, mais si vous voulez, voilà, je n'ai pas la maîtrise de la presse, donc, et tant mieux d'ailleurs, parce que ce ne serait pas très démocratique. Mais non, voilà, le travail à faire, c'est d'arriver à médiatiser toutes ces histoires-là. Alors on a quand même réussi à médiatiser plus que jamais cette question-là par rapport à toutes les autres initiatives qui étaient menées sur la question, parce qu'on s'est mis tous ensemble, toutes les associations ensemble, plus d'une 60aine d'associations qui ont uni leurs forces, des acteurs de la société civile, dont Laurence d'ailleurs, dont Louis, et des grands patrons comme Xavier Niel, Marc Simontini, Jean-Catouin de Grangeon, etc. En se mettant tous ensemble, on a réussi quand même à peser dans le débat. Peut-être à accélérer aussi le calendrier de la loi qui est adoptée aujourd'hui à l'Assemblée. Alors la source de cette loi-là, c'est le travail des associations, mais peut-être qu'on a participé à accélérer ce travail législatif, à faire pression sur les décideurs. Maintenant, oui, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, et je pense que dans les années qui viennent, ça va aller en grandissant. Cette question-là va aller en grandissant. Je suis assez optimiste, en tout cas. Je pense que dans la société civile, la bataille de l'opinion, elle est
quasiment gagné en termes de masse. Maintenant, il reste à gagner la bataille des médias, la bataille des cercles politiques, la bataille des décideurs. Et on va la mener, on va tout faire pour la mener et menez-la avec nous. Voilà. Je ne sais pas où est le micro. Il y a plein de gens qui lèvent la main, mais je ne sais pas où est le micro, je suis désolé. Bonsoir Hugo Clément. Bonsoir, une question sur la corrida. Non, ça sera, je vous demanderai juste de signer notre manifeste tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous parlez des adhésions aux associations. Et nous voulions aussi vous faire savoir que nous sommes des militants de terrain. Et ce qui nous choque, c'est que lorsqu'il y a des manifestations pour dire non à la chasse ou des actions contre les chasses à courre, nous nous retrouvons à très peu de militants. Alors ce que nous ne comprenons pas, c'est que beaucoup de gens disent non à la chasse, beaucoup disent non à la chasse à courre, mais lorsque nous organisons des actions pour montrer justement que beaucoup de Français disent non à ces pratiques cruelles, il s'avère que nous sommes un tout petit nombre. Et souvent d'ailleurs, on se moque, etc., en disant que nous ne sommes pas représentatifs justement de tous les gens qui disent non à cette barbarie. Et le problème est là. Moi, je voulais faire passer ce message en disant que oui, on peut aussi venir grossir les rangs, une manifestation, une marche. Également, ça peut être sympathique. Par exemple, la marche contre la chasse qui a lieu à Paris. Et la dernière qui avait lieu a réuni très très peu de Français. Et ça, c'est très embêtant. Parce que quand on voit le nombre de chasseurs qui se réunissent lors d'une manifestation et le nombre d'opposants, il y a vraiment une grosse différence. Donc nous voudrions être aidés par d'autres personnes. Alors, c'est une bonne question. Il y a un trait de comportement humain assez partagé sur toutes les questions, qui est qu'on se mobilise plus pour défendre quelque chose qu'on ne veut pas perdre, que pour une cause un peu plus généraliste qui ne nous concerne pas directement. Ça, c'est le cas pour un peu tous les sujets. Il y aura toujours plus de monde pour manifester contre la réforme des retraites, par exemple, que pour la réforme des retraites. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait de défendre quelque chose qu'on fait ou qu'on a et qu'on estime menacé est toujours plus mobilisateur qu'une manifestation pour une cause plus généraliste qui nous touche pas directement nous. Ça n'empêche pas que vous avez raison, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur le terrain sur cette question-là. Il y a plein de facteurs, il y a ce que je viens de vous dire, il y a le fait que la manifestation n'est pas le mode d'action unique. Il y a pas mal de gens qui estiment que ça ne sert pas à grand-chose de manifester, qui peuvent d'ailleurs sur certains aspects avoir raison, et qui estiment qu'il y a d'autres manières de faire et qui sont très actifs au niveau politique, au niveau juridique, etc. Il y a le fait que ça fait peur d'aller manifester sur le terrain contre une chasse à courre. Moi, j'ai participé à des chasses à courre en tant que journaliste. Déjà, c'était sportif. Bon, après, parce que je suis un journaliste un peu identifié sur ces questions-là, mais c'est pas évident. Enfin, il faut être courageux de faire ça. D'aller dans la forêt, comme le fait AVA par exemple, et d'autres associations le week-end, pour s'opposer à la chasse à courre devant les chevaux, courir dans les bois toute une journée, je veux dire, il faut le faire. Voilà, donc c'est évidemment qu'il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a peu de gens qui sont d'accord avec le combat. Ça veut simplement dire qu'il y a un fossé entre je suis d'accord et je vais dans la forêt toute la journée lutter contre les chasseurs à courre. Et ça peut faire peur, à raison d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a des tensions, qu'il y a des bagarres, qu'il y a des gens qui sont blessés. Donc je pense qu'on ne peut pas attendre de la majorité des gens qui sont sensibles à cette question-là qui pratiquent ce mode d'action. Voilà, on ne peut pas demander à des familles de venir passer une journée en forêt, s'opposer à la chasse à courre. Ça ne veut pas dire que ces familles-là, elles ne vont pas aller signer des pétitions, et on voit que c'est efficace. On voit que ça marche, les pétitions. Souvent, on nous dit les pétitions, ça ne sert à rien. C'est pas vrai. Une pétition, quand il y a beaucoup de signatures, ça fait avancer certaines choses. Ça ne veut pas dire que ces familles ne vont pas adhérer à des associations. Ça ne veut pas dire que ces familles ne vont pas écrire à leurs députés. Ça ne veut pas dire que ces familles ne vont pas voter pour un candidat qui défend des mesures sur ces questions-là. Donc, je pense que tous les modes d'action se complètent. Évidemment que plus il y a de monde dans les manifestations pour la cause animale, mieux c'est. Mais je ne suis pas persuadé que les changements majeurs passeront par ce mode de mobilisation-là. Je pense que, justement, la force
du mouvement pour les animaux aujourd'hui, c'est son pacifisme, contrairement à certains chasseurs ou certains éleveurs qui ont des méthodes très musclées et qui curieusement sont rarement dénoncés par les pouvoirs publics. Quand vous avez des chasseurs qui vont taguer ou casser une permanence d'un député parce qu'il a signé le référendum pour les animaux par exemple, il y a beaucoup moins d'indignation dans la classe politique que quand c'est des jeunes de banlieue qui font la même chose, par exemple. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'indigner quand c'est des jeunes de banlieue qui le font, hein. Mais il y a une forme de tolérance vis-à-vis de certains groupes de pression et de certaines méthodes d'action très, très brutales, très violentes, qui expliquent aussi qu'en face, c'est dur de se mobiliser contre des gens qu'on sait violents, en tout cas qu'on sait enclins à une certaine forme de violence et qu'on sait bénéficier d'une certaine forme de tolérance des pouvoirs publics. Donc tout ça explique que sur le terrain, c'est compliqué. Mais ça bouge petit à petit. Ça bouge petit à petit. Il y a de plus en plus de monde quand même. En tout cas, c'est ce qui remonte du terrain, même si c'est compliqué encore. Et surtout, il y a de moins en moins de monde dans les pratiques contre lesquelles on se mobilise. Et c'est ça pour moi le chiffre clé. Les effectifs de chasseurs vieillissent énormément d'année en année. Malgré la communication de la Fédération de chasse qui essaye de dire qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, tous les chiffres montrent que c'est faux. Dans les corridas, il y a de moins en moins de monde dans les arènes. Quand vous parlez quand vous regardez les articles dans les journaux locaux sur le secteur de la tauromachie, c'est un secteur qui va mal parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les arènes. Au cirque, les cirques avec les animaux aujourd'hui, les delphinariums, il y a de moins en moins de monde qui participent à ces choses-là. La consommation de viande baisse en France, pas énormément, mais c'est déjà un début. Ça baisse pour la première fois depuis très longtemps. Donc ça bouge. Et c'est surtout les gens qui ne font pas qui comptent, plus que les gens qui vont forcément participer à toutes les manifestations, etc. Et c'est fondamental de le faire, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est un mode de militantisme qui est indispensable, qui fait partie de la palette des modes d'action qui existent. Et j'ai énormément d'admiration et de respect pour les gens qui vont en forêt s'opposer à la chasse à courre. Sincèrement, je vous le dis. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Donc voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas être désespéré par le fait que dans ces méthodes, qui sont des méthodes pas radicales, mais musclées, il y ait peu de monde. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas efficaces et qu'elles ne sont pas utiles. Il y a le monsieur là qui va avoir une crampe un jour. Monsieur, allez-y. Allez-y. Allez, le monsieur là qui va avoir une crampe. On s'arrête à 6h30, ça me paraît raisonnable. Oui. 6h30, c'est bien. Je vais prendre. Excusez-moi, bonjour Hugo. Bonjour. Wilfried, je suis professionnel dans la navigation, surfeur. Voilà, j'ai voyagé un peu à travers différents pays et je vous alerter sur le réchauffement climatique et tout ça. Voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez aussi des déchets plastiques dans le monde entier, parce qu'on pense aussi les animaux, je suis d'accord. Il y en a plein, j'ai voyagé partout un peu autour de la planète. Et ça va devenir, je pense, un élément fort dans les années à venir. C'est le 7e continent. Et si on ne fait rien, je pense qu'il faut alarmer les politiques aussi sur tout cela. Voilà. Et j'ai juste un point. Je monte un projet Route du Rhum qui va se passer l'année prochaine. Voilà. Et j'aimerais bien que vous soyez le parrain du bateau pour la Route du Rhum. Le sponsor, c'est Charal? Non. Ok. Alors, ça devrait pouvoir se négocier. Non. On s'en parle avec plaisir. Non, mais Ok. J'ai une adresse sur mon compte Instagram. Vous pouvez m'envoyer un mail. Ah, mince. Alors, il ne faut pas hésiter à insister. Il ne faut pas hésiter à insister, parce que j'en ai beaucoup tous les jours, mais si vous insistez, ça, je le verrai, pas de souci. Et du coup, sur les déchets plastiques, je vous réponds ou pas? Ouais. Si vous devez aller prendre le train, non, c'est bon. Ok. Non, mais sur les déchets plastiques, évidemment, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est un des sujets les plus consensuels sur les questions de l'environnement, les déchets plastiques. Vous trouverez pas une personne pour vous dire que c'est bien de mettre des déchets plastiques dans les océans, quoique ça doit se trouver, on trouve de tout. Oui, c'est un fléau. Oui, de poissons.
Oui, en masse, oui, c'est 2040, c'est une étude qui dit ça. Bon. Ouais, alors ça c'est encore un autre sujet, mais non, sur le plastique, je pense que le truc le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans le mirage du recyclage. Voilà. L'industrie plastique développe vachement ce discours-là sur vous inquiétez pas, on va recycler, on va réussir à tout recycler. Aujourd'hui, on ne sait quasiment rien recycler sur le plastique. On sait recycler le PET, c'est-à-dire le plastique transparent dur des bouteilles d'eau, le PET clair, parce qu'on ne sait pas recycler par exemple le PET coloré. En France, on est des gros consommateurs d'eau gazeuse. L'eau gazeuse, c'est des bouteilles vertes, hein, comme vous le savez. C'est du marketing, hein, ça n'a aucune utilité pour préserver la boisson, c'est simplement du marketing. On ne sait pas bien recycler le PET coloré. On ne sait pas recycler le polystyrène, ou très peu. On ne sait pas recycler le polyester, ou très peu. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas recycler la grande majorité du plastique. Et puis, il y a une confusion aussi qui est entretenue entre recyclage et décyclage. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit que les pots de yaourt, on les recycle parce qu'on en fait des cintres. Bon, ça, c'est pas du recyclage. Le recyclage, c'est circulaire. C'est-à-dire, on prend une bouteille, on prend un flacon de gel hydroalcoolique en plastique, on en refait un flacon de gel hydroalcoolique en plastique. Ça, c'est du recyclage. Ce qu'on fait aujourd'hui, majoritairement, c'est du décyclage. C'est-à-dire... Oui, alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du décyclage, c'est-à-dire qu'on prend un pot de yaourt, on le transforme en cintre en plastique. Alors, c'est bien, c'est mieux que de le brûler, sauf qu'on vient créer un nouvel objet plastique, un cintre, qui avant n'était pas fait en plastique, qui était fait en bois, qui était fait en métal, qui sont des matériaux qui posent moins de problèmes, et qui à terme va devenir un déchet. Parce que quand il va se casser, ce cintre en plastique, on ne pourra plus le décycler ou le recycler, donc on va l'incinérer. Donc en fait, le décyclage, c'est un peu une grande illusion, et c'est ce qui permet à l'industrie plastique de justifier, de continuer à produire autant de volume chaque année. On continue, hein, la croissance de production de plastique augmente chaque année. C'est-à-dire que malgré la prise de conscience du problème, on continue à produire toujours plus de plastique. Et donc, ce qu'il y a dans les océans aujourd'hui, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie du problème, parce que la grande partie du problème, c'est le plastique qu'on ne voit plus. C'est le plastique qui s'est décomposé en microparticules, en nanoparticules, qui s'infiltrent partout, y compris dans nos corps d'ailleurs. Une étude qui montrait qu'on mange à peu près une carte de crédit par semaine dans un pays occidental, l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique, sans s'en rendre compte évidemment. Donc l'urgence, c'est de resserrer au niveau de la production, de produire moins de plastique, d'agir aussi, notamment le législateur, pour arrêter certaines aberrations. Alors il y a des choses qui vont changer au 1er janvier. Là. Sur les fruits et légumes, on ne pourra plus emballer des fruits et légumes non transformés avec du plastique. Et donc ça évolue. Mais il y a encore, il y a encore énormément de choses à faire. Et ça, pour le coup, c'est qu'au niveau législatif que ça peut se passer. Parce que même moi, je continue à acheter du plastique dans ma vie de tous les jours. J'arrive pas à supprimer complètement le plastique. Alors je fais attention, j'évite quand c'est possible, mais je me retrouve encore régulièrement avec des objets en plastique dans mon panier de courses. Et donc tant qu'il n'y aura pas des filières alternatives qui seront développées, des législations qui mettront les pays européens et les pays du reste du monde sur un pied d'égalité, on aura du mal à régler ce problème, quoi. Et le fantasme un peu de nettoyer les océans, je pense qu'il faut... Alors c'est très bien d'essayer de nettoyer les océans, mais ce que disent les scientifiques qui ont travaillé sur ces questions-là, c'est que c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que nettoyer le plastique qui se trouve dans les océans, techniquement parlant, ça supposerait des milliards de dollars d'investissement, des technologies qui n'existent pas aujourd'hui, et surtout, ça serait que pour récupérer les déchets encore relativement gros, et c'est-à-dire que toutes les microparticules qui sont déjà dans les écosystèmes marins et dans les animaux marins, ceux-là, on ne peut pas les récupérer. Donc l'urgence, c'est à la source qu'il faut agir. Alors, il reste une dernière question. J'ai, si je peux, désolée. Oui. Bonsoir et Bonsoir. merci pour cet événement. J'ai une question. Tout à l'heure, justement, vous parliez de l'élevage intensif. J'ai notamment une question sur ça. Je pense notamment à la vidéo qui a été qui a été publiée par L214 sur certains abattoirs. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, on voit énormément de reportages. C'est quelque chose qui est assez courant, en tout cas dans tout ce qui concerne la préservation animale. Mais pour autant, à part dans certaines propositions qui n'aboutissent jamais, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui,
il y a réellement quelque chose de possible. Alors oui, il y a une baisse de la consommation de viande, je pense notamment à ça. Il y a aussi certains abattoirs qui sont fermés, ou du moins qui sont un peu mieux contrôlés. Mais concrètement, c'est mon avis personnel, j'ai pas l'impression qu'il y ait il y a un énorme mouvement, on en entend beaucoup parler, mais il n'y a pas tant de mesures qui sont prises, ou du moins qui n'aboutissent pas. Alors, effectivement, il y a des choses qui se passent quand même, notamment au niveau européen. Récemment, la Commission européenne s'est engagée à sortir de l'élevage en cage dans toute l'Union européenne à horizon 2025, je crois. Ce qui serait déjà une avancée historique, hein, de mettre fin à l'élevage en cage. Ça représente encore, par exemple, pour les poules pondeuses en France, c'est encore quasiment la moitié de poules pondeuses en cage, donc c'est des dizaines de millions d'animaux. Les lapins, c'est 99% en cage, donc voilà, ça aussi c'est des millions d'animaux, donc ça serait une mesure très forte. Donc il y a des choses qui se passent, notamment au niveau européen, plus qu'au niveau français, il faut le reconnaître. Il y a aussi des choses qui ont été annoncées quand même en France sur l'interdiction du broyage des poussins, l'interdiction de la castration à vif des porcelets, etc. Donc il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, mais c'est vrai que c'est très modeste, pour être gentil. C'est possible hein, d'agir. C'est possible d'agir de plein de manières. En changeant, par exemple, la densité réglementaire dans les élevages. Déjà, ça serait un premier point. Aujourd'hui, dans les élevages de poulets de chair, on peut aller jusqu'à plus de 20 poulets au mètre carré. Ça fait une feuille à 4 par poulet. C'est ça. Hein. Un espace de vie d'un poulet. Ça, on peut très bien, c'est de la réglementation, on peut très bien diminuer la réglementation de densité dans les élevages. On peut obliger de proposer aux animaux un accès au plein air quotidien, pas forcément un élevage totalement en plein air, parce que c'est pas possible d'avoir un élevage totalement en plein air au niveau de consommation actuel en tout cas, mais on peut créer des nouvelles normes. Et puis surtout, il faut acter quelque chose, c'est qu'on ne peut pas améliorer... Oula. Tout va bien? Ça a l'air d'aller. On ne peut pas améliorer la condition de vie des animaux dans les élevages intensifs, et on ne peut pas lutter et on ne peut pas sortir de l'élevage intensif en maintenant le niveau de consommation actuel. C'est impossible. C'est-à-dire qu'en mangeant autant de viande que ce qu'on mange aujourd'hui, on ne peut pas, les éleveurs français ne peuvent pas fournir cette offre-là en faisant de l'élevage artisanal. C'est impossible. Par exemple, sur la question des cochons, pour vous donner un seul chiffre, les cochons en France, c'est 95% d'élevage en bâtiment fermé sur caillebotis. 1% d'élevage plein air. Alors c'est 99%, 98% en bâtiment fermé, dont 95% sur caillebotis, c'est-à-dire sur un sol qui n'est même pas un sol organique, et je crois qu'il y a 3% d'élevage en bâtiment fermé sur paille, et après l'élevage plein air, c'est 1 ou 2% en France, de la masse de cochons produite. Donc c'est peanuts, c'est-à-dire que pour trouver du cochon élevé en plein air, bon courage. Voilà. Donc c'est pour ça que la LFDA met en place avec d'autres ONG un système d'étiquetage qui existe pour les poulets, qui sortira l'année prochaine pour les porcs. Les critères sont en cours de mise au point, ça fait 2 ans qu'on y travaille, et on s'attaque ensuite aux lapins et aux œufs. Et donc espèce par espèce, on avance. Et c'est très bien. Et là, il est 6h30, donc je vous propose que nous concluions notre colloque. D'abord qu'on remercie notre journaliste militant qui est vraiment brillant. Merci.